Nous devrions faire vite. Donne-moi le trépied. Il est dans le coffre. Tu veux que je le tienne? D'accord, ne bouge pas. Je m'appelle André Kriegman. Et moi, je suis Cal Gabriel. 1, 2, 3, c'est parti. Nous sommes l'armée de deux. Voici notre lycée situé dans notre ville. C'est notre pire ennemi. C'est notre némésis. Il y aura une série de missions suivies d'une dernière mission énorme appelée Jour Zéro. C'est tout. C'est bon maintenant, non? Oui. Mon Dieu, je déteste ce film. Je le déteste. Ce sont les meilleures années. De ta vie, Grégoire. Jour zéro. Ce film n'est apparu sur mon radar que récemment, ces derniers mois. Ce qui est surprenant car j'ai fait beaucoup de recherches sur le matériel source original et je pensais que je l'aurais déjà croisé. Peut-être que je l'ai vu à un moment donné et que je ne m'en souviens pas, mais j'en doute fortement, car depuis que je l'ai vu, il ne m'a pas quitté l'esprit. Honnêtement, c'est l'un des films les plus effrayants et dérangeants que j'ai vu depuis longtemps. C'est un film en found footage sorti en 2003, et comme vous l'avez peut-être deviné, ces deux adolescents au début, Calvin et André, ont l'intention de commettre une fusillade dans leur école. Le film s'inspire clairement du massacre de Columbine en 1999, et bien qu'il ne le représente pas directement, il s'en rapproche beaucoup. Comme vous le savez peut-être, les tueurs de Columbine, Dylan Klebold et Eric Harris, ont laissé derrière eux une série d'enregistrements vidéo connus sous le nom de Basement Tapes. La plupart de ces cassettes n'ont pas été rendues publiques, mais il existe des transcriptions complètes qui sont très faciles à se procurer. Le magazine Time a même publié un article sur les cassettes, cette année-là. Ben Cocho, le réalisateur, a découvert l'attaque dès sa couverture et voulait traiter l'histoire de façon réaliste, sans exagération cinématographique. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu ceci. Un film à petit budget montrant deux adolescents préparant une attaque contre leur école tout en vivant leur quotidien. Beaucoup de ces scènes semblent normales, et même parfois un peu loufoques, et c'est justement ce qui rend ce projet si inquiétant. Nous savons ce qui se profile en arrière-plan, mais tout semble tellement ordinaire, et c'est ce qui a rendu les véritables attaques de Columbine si troublantes. Le fait que tout cela se passait juste sous le nez de cette petite ville. Je souhaite évoquer ce film et vous montrer des extraits pour illustrer à quel point il est troublant. Ça se passe comme suit. Après leur déclaration à l'école, André montre à la caméra sa collection d'armes et de bibelots rangés dans son placard. Il exhibe gaiement à la caméra des balles, de fausses pièces d'identité, des feux d'artifice et divers objets. Après cela, on voit le duo allumer des feux d'artifice, puis on a un court monologue de Calvin où il ne dit rien de vraiment important, si ce n'est qu'il prétend en savoir plus que le reste du monde. Tout est planifié très méthodiquement. Ça va juste être... Ça va être... incroyable. Ça va être... Ce sera magnifique. On va tous vous dépasser. Juste des retardataires dans la boue qu'André et moi avons créés. Et nous allons partir. Tu vois, nous voyons plus que toi, n'est-ce pas? Après cela, selon moi, c'est le premier moment du film vraiment étrange et troublant. Une sorte de fête d'anniversaire pour André, qui vient d'avoir 18 ans. Ses parents sont là avec Calvin et ils plaisantent tous ensemble. On lui a offert une caméra en cadeau et il l'utilise pour filmer cette journée joyeuse. Comme je l'ai dit, c'est très étrange et c'est bizarre de voir à quel point cette journée semble normale et heureuse. Le jeu d'acteur est très réaliste, pas exagéré ni forcé, et on a vraiment l'impression d'assister à une conversation naturelle entre les membres d'une famille relativement ordinaire. C'est le cas, d'une certaine manière. L'acteur qui joue André dans ce film s'appelle en réalité André, et les personnes qui jouent dans ses parents sont en fait ses vrais parents dans la vie réelle. Certains noms et lieux sont fictifs, mais beaucoup sont improvisés. Si on a l'impression que deux parents discutent normalement avec leur fils, c'est parce que c'est exactement cela. C'est l'une des nombreuses choses qui rendent ce film si authentique et réaliste. Tu sais, je déteste. Être celui qui doit t'annoncer ça le jour de tes 18 ans, mais... Juste parce qu'il s'en sort alors que c'est un mauvais gars. Tu sais, parfois tu fais de bonnes choses
Et ça passe complètement inaperçu aussi, donc. Eh bien, ça c'est vraiment encourageant. Pas besoin de Prozac avec toi, je t'ai... Voilà ce à quoi je fais face maintenant. Les meilleures années, oui, ce seraient les meilleures années de ta vie. Pour les... Caméra, prends. Tu veux revenir? Sortons. Après cela, le couple se rend à une fête chez le cousin d'André, et aucun des deux ne semble vraiment s'amuser. Alors ils partent relativement tôt. Ils réalisent ensuite leur première mission en jetant une boîte de vieux œufs sur la maison d'un camarade populaire. C'est un acte de rébellion relativement banal, mais cela ne les empêche pas de fuir la scène de manière précipitée. Ils sont très excités par ce qu'ils viennent de faire, et cela ressemble encore à une nuit ordinaire dans la vie de deux adolescents un peu antisociaux. C'est quelque chose que le film fait exceptionnellement bien. Ensuite, le duo va à la banque déposer la première série de cassettes enregistrées dans un coffre-fort. Ce lieu reviendra souvent dans le film au fil des enregistrements. À ce moment du film, Calvin se fait retirer son appareil dentaire chez le dentiste. Puis suit une visite troublante de la collection d'armes à feu du père d'André. Il passe en revue les différentes armes en détail, et il est troublant de le voir expliquer calmement la collection aux spectateurs, surtout lorsqu'il fait des blagues sur ce qu'il compte en faire. Mon père m'a appris à chasser quand j'étais tout petit, et il me faisait toujours attendre en bas pour que je ne sache pas où il prenait les armes, ni où était la clé. À vrai dire, je savais où était la clé depuis la 5e. Je faisais juste semblant pour lui faire plaisir. Fusil de chasse à double canon calibre 20. Pendant le temps où j'ai fait ça et refermé, 3 joueurs de football m'ont plaqué et m'ont fracassé la tête avec une chaise. Pas top. Nous voyons ensuite un extrait de Calvin se promenant dans un cimetière avec une fille nommée Rachel. Tous les deux plaisantent et râtent en se promenant dans le coin, semblant passer un très bon moment. Le ton de la conversation change lorsqu'André est mentionné. Rachel exprime des inquiétudes à son sujet, disant qu'il est en colère et un peu imprévisible, et que lorsque Calvin traîne avec lui, il n'est pas lui-même. Elle plaisante même en disant que peut-être Calvin a lui aussi de la colère et du mal enfoui en lui. Et ils en rient tous les deux. Je viens de t'entendre dire qu'André est violent. Je n'ai pas dit ça. Il n'est pas violent. La façon dont il parle des gens et interagit avec tout le monde est juste un peu... Tu veux dire quoi? Pas moi tout le temps. Il est juste un peu décalé et étrange. Il a beaucoup de colère. Des soucis ou simplement de la colère? Il est sûrement en colère à cause de problèmes dont j'ignore l'existence. Qui considères-tu comme le chef de l'armée de 2 d'André Cal? C'est moi ou André? André? Tu penses que c'est André? Moi? Je ne sais pas. Quand tu es avec lui, tu es différente de ce que tu es maintenant. Et comment je suis maintenant? Et maintenant, t'es la Cal que je connais depuis très longtemps. Et quand t'es avec André, tu es comme André numéro 2. Attends, pourquoi tu penses que, genre, je ne suis pas... Pourquoi ce n'est pas lui Cal numéro 2 et moi Cal numéro 1? Comment tu sais que ce n'est pas lui qui copie mon style, hein? À moins que tu caches un genre de mal en toi que je n'ai jamais vu avant, c'est... Oh, je le garde enfermé à l'intérieur, personne ne le voit. Je le cache à tout le monde, ouais. C'est donc un bon moment pour mentionner les rôles qu'André et Calvin semblent jouer ici. Cet extrait devrait vous donner un bon indice, mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, il est très probable que Calvin soit basé sur Dylan Klebold et André sur Eric Harris. Après la tragédie de Columbine, il y a eu beaucoup de débats pour savoir qui était le cerveau derrière tout ça et qui a poussé l'autre à exécuter l'attaque. Le consensus général était qu'Eric Harris était le véritablement maléfique, celui qui a manipulé Dylan Klebold pour qu'il fasse cela avec lui. Il a tiré plus de balles ce jour-là, causé plus de victimes et était décrit comme très violent, alors que Dylan Klebold était vu comme un adolescent timide et bien élevé, avec des relations et des amitiés semblables à celles du film. Les médias ont aussi relayé cela. The Guardian a même qualifié Dylan de tueur réticent, ce qui est selon moi une manière très généreuse de décrire quelqu'un ayant tué 5 personnes et blessé plusieurs autres par balle. Mais la publication des enregistrements du sous-sol a révélé une autre histoire. 2 tueurs méthodiques ont planifié l'attaque en détail. Tous 2 ont rédigé des journaux similaires, se pensant dieux, et étaient un des assaillants volontaires.
0D s'en sort très bien en jouant sur cet aspect tout en restant fidèle à l'histoire réelle. Il présente Calvin comme un adolescent insouciant lorsqu'il n'est pas avec son meilleur ami, et il présente André comme un marginal avec des problèmes de colère, mais lorsqu'ils sont ensemble, ils ne font plus qu'un. Ils se disputent parfois, mais restent des personnes malveillantes réunies pour commettre une atrocité, ce que le film ne cache pas. C'est pourquoi ce film est si percutant. Il est clair que Ben Cocchio a fait ses recherches et on le voit constamment tout au long du film. On passe de là à un autre monologue de Calvin. Celui-ci est un peu plus ciblé que le précédent. Il commence par dire que le duo va voler des armes chez le cousin d'André, Chris, avant l'attaque. Il dit ensuite qu'au lieu de simplement mettre fin à ses jours, il veut laisser une sorte de trace avant de quitter ce monde. Il partage une dernière réflexion, trouvant incroyable que lui et André aient pu s'unir pour cela. J'ai réfléchi et il me vient à l'esprit que beaucoup de gens vont probablement se demander genre comment quelqu'un pourrait faire un zero day comme ce que nous allons faire. Je ne partirai pas proprement ni ne disparaîtrai simplement. Je vais laisser ma marque et ensuite ce sera mon moment. C'est presque une chance sur 1 million que 2 gamins comme moi et André se retrouvent ensemble. Mais bon, c'est juste la malchance de cette ville, je suppose. Non, la fortune est leur chance. C'est votre chance parce que vous allez faire partie des rares privilégiés qui auront la chance de recevoir le signal d'alarme que nous vous transmettons. Vous allez recevoir ma réunion sous une forme vraiment concentrée, épaisse, gélatineuse, déversée dans toutes vos maisons et tout le reste du monde devra simplement la voir aux informations. Je sais que vous direz, j'avais un cousin dans cette école et... Non, tant mieux pour toi. Cet extrait est nettement plus froid que le premier monologue, et il y a quelque chose de plus troublant dedans. À mesure que l'attaque approche, le raisonnement de Calvin devient de plus en plus étrange et légèrement plus maniaque. On le voit dans le film et aussi dans le journal de Dylan Klebold. Ses écrits ont commencé de façon assez calme, peut-être un peu provocateur, mais rien d'extraordinaire pour un adolescent. Cependant, vers la fin, ils étaient complètement désordonnés. Il se proclamait Dieu, disait que ce n'était que sa forme humaine et que ce qu'il prévoyait de faire avec Eric était, d'une certaine manière, un cadeau. Dans le film, on voit progressivement Calvin exprimer cet état d'esprit. Cela a peut-être toujours été là, mais plus il exprime ce qu'il compte faire, plus son cynisme ressort. À mon avis, c'est un des aspects les plus troublants du film. Ensuite, le duo visite la maison du cousin d'André pour lui voler des armes. Ce jour-là, ils vont tirer dans les bois, mais ils mentionnent auparavant qu'ils ont l'intention de repérer sa maison, ce qu'ils font essentiellement après être allés tirer. Ils le suivent jusqu'au placard à arsenal, puis quittent la maison. Ensuite, on voit plusieurs plans de la famille de Calvin faisant un barbecue dans les bois. Cela ne dure pas longtemps et ensuite, on voit le duo seul dans la chambre d'André, montrant aux spectateurs un site web qu'ils ont créé qui présente une liste de conseils et d'astuces pour toute personne souhaitant faire quelque chose de similaire à leur attaque. Ces conseils ne disent de pas grand-chose à part quelques évidences, mais il est troublant de les voir donner des recommandations à des personnes qui voudraient potentiellement faire la même chose. C'est comme s'ils essayaient de poser les bases pour ce genre d'attaque. Comme on le sait, les attaques de Columbine ont entraîné de nombreuses attaques imitatrices dans les années 2000, et il est probable que Dylan Klebold et Eric Harris le souhaitaient. Dans le même esprit, Calvin et André espèrent que 0D inspirera d'autres personnes à faire ce qu'ils s'apprêtent à faire. À partir de là, nous avons un autre monologue de Calvin qui dit essentiellement qu'il est prêt pour que le jour 0 ait lieu. Le duo se rend ensuite en ville, et Calvin, à l'insu d'André, déclame un poème parlé. André n'est pas content de cela et veut partir, mais avant que cela n'arrive, Calvin provoque quelques personnes qui se produisent également, et ils finissent par se bagarrer dehors. André essaie de furieux car il pense que cela pourrait compromettre le plan. Il crie de colère dans la voiture, mais Calvin ne le prend pas au sérieux et plaisante rapidement après. André le rejoint et ils se détendent ensemble. Pardonnez-moi de parler aussi franchement, monsieur. Arrête de parler comme si tu étais dans l'armée. Que faire si les enfants disent à leurs parents « Je vais avoir un t-shirt de l'armée ». Les parents demandent « Ils viennent à ton école ?» L'enfant répond « Oui ». Je vais appeler le principal tout de suite. Tu es convoqué au bureau, puis envoyé chez le conseiller ou similaire.
Tes parents deviennent plus stricts avec toi. Ils appellent mes parents. Mes parents deviennent plus stricts avec moi. Deviennent plus stricts avec moi. Et maintenant quoi? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini entre nous. Alors c'est fini ici. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ici, d'accord. Démarre la voiture, avance jusqu'à la sortie. D'accord, prêt? Je veux que tu fermes les yeux. D'accord, et conduis. Vas-y, tu y es. Juste, je vais dire. Où aller? Oui, fais-le. Ferme-les. À droite. Allez, garde-les fermés. À droite. D'accord, tout droit, tout droit, tout droit. Ils sont vraiment fermés? Allez, ferme-les. C'est une séquence intéressante. Alors qu'André s'énerve, Calvin plaisante en se proclamant chef et en l'appelant monsieur et lieutenant. Mais c'est évidemment une blague. Cependant, comme nous l'avons évoqué plus tôt, après l'attaque réelle de Columbine, Eric Harris était considéré comme le chef et Dylan Klebold était vu comme son fidèle suiveur. Il est possible et même très probable qu'Eric Harris possédait des qualités plus militantes, mais ce plan a été élaboré mutuellement entre eux deux. Il est intéressant de voir comment le film aborde cela. Calvan en plaisante de façon presque autoconsciente. Ils savent comment ils sont perçus, comme on le voit plus tôt dans la discussion entre Calvin et Rachel. Il est intriguant et troublant de les voir jouer avec cela aussi légèrement. L'un est peut-être plus leader, mais cela leur importe peu. Calvin n'est pas un suiveur. C'est quelqu'un qui est prêt à planifier et à commettre un acte horrible avec son ami, tout comme Dylan Klebold l'était. Au bout de 50 minutes de film, on voit un autre monologue de Calvin. Il dit qu'ils ont fixé une date précise pour tout faire, le 1er mai. Il affirme ne pas vouloir quitter l'école et que le jour 0 sera son dernier jour. Le duo se rend ensuite à la banque pour déposer davantage d'images dans le coffre-fort. Ils disposent désormais de plus de 30 heures d'enregistrement. Ils parlent de la façon dont ils vont transmettre ces images aux médias, affirmant qu'ils laisseront une dernière cassette dans leur voiture qui contiendra leur dernier commo et une dernière séquence 2 courant vers l'école. D'après ce que j'ai pensé la veille de notre acte, on pourrait, ou quelque temps avant, on pourrait faire du genre un testament enregistré sur bande et dire, tu sais, au fait, on a laissé ces bandes dans des coffres-forts à mon nom, et puis juste dire, ouais, On va les laisser à quelqu'un. ouais, on le laissera dans la voiture quand on entrera. La dernière prise sera à l'entrée, puis ils ne verront plus rien. Ils vont vraiment les regarder. Tu ne les regarderais pas, toi? Habitue-toi à chaque CD que tu as, à chaque partie. Ils vont passer en revue et dire « Oh, Mortal Kombat, c'est à cause de ça. Même si ce n'était à cause de rien de tout ça, ça leur donnait une fausse impression. » Mais c'est comme ça que les gens stupides... Sont. Ils réalisent alors que tout ce qu'ils possèdent sera scruté et étudié. Chaque CD, film et jeu auquel ils n'ont jamais joué. À cause de cela, ils décident de faire un feu de joie et de brûler presque tous leurs biens. En agissant ainsi, ils réalisent ce qu'ils doivent vraiment le faire maintenant. Pour eux, c'est un point de non-retour métaphorique. Ils ont une brève conversation à propos du bal de promo, puis la séquence se termine. Après cela, nous voyons deux scènes très différentes. La première nous montre Calvan allant au bal de promo avec Rachel et un groupe de ses amis. Et la deuxième scène nous montre le père d'André en train de le filmer alors qu'il travaille dans une pizzeria de leur ville. Ces événements ont lieu la même nuit, et malgré leurs différences, présentent de nombreuses similitudes. Ils semblent tous les deux distants, et il est évident qu'ils préféreraient en aller passer du temps ensemble plutôt que de faire ce qu'ils font. Calvin est dans une limousine avec un groupe de personnes, et il semble ne connaître que Rachel. La tension est palpable, et il semble vraiment à côté de la plaque. Encore une fois, c'est réel. Ben Cocchio a placé l'acteur Calvin dans une limousine avec des adolescents inconnus et leur a donné un scénario très libre. Finalement, Calvin choisit de se faire déposer chez André. Rachel n'est pas fan, et après son départ, le groupe discute du fait qu'ils ne l'ont pas appréciée, la trouvant maladroite et étrange. C'est intéressant de voir que même lorsque Calvin fait quelque chose de social et d'extraverti, il paraît toujours être un marginal et finit quand même par traîner avec André, peu importe ce qu'il fait. On a l'impression que c'était inévitable. Ces deux-là étaient inséparables et rien ne pouvait y changer. Petite parenthèse, Eric et Dylan ont bien travaillé dans une pizzeria et Dylan a vraiment assisté au bal de promo peu avant l'attaque. Ce moment illustre encore le souci du détail. Nous entamons ici les trois dernières séquences les séquences du duo. La première est dure à voir. Ce sont les adieux du duo à leurs proches et au monde entier. Ils expliquent que tout cela était inévitable, que leurs parents n'auraient rien pu faire pour les arrêter et que personne d'autre qu'eux n'était impliqué.
Il nous rappelle constamment ce fait. Quand nos parents trouveront ces cassettes? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh mon Dieu, je dormais à l'étage pendant qu'ils étaient au sous-sol en train d'enregistrer ça. On aurait pu savoir, on aurait pu les arrêter. D'accord, donc tu nous as trouvés et tu te dis, mon Dieu, je vais les envoyer en thérapie. Il faut qu'on arrête ça. On irait en thérapie. On finirait par le faire quand même, exactement. Il n'y a pas de raison, et vous allez tous en chercher, mais vous n'en trouverez pas. Tu as fait de moi ce que je suis. Durant des années, vous m'avez tourmenté, bande de connards. Ne vous y trompez pas, on a été insultés. Ouais. Maintenant, c'est l'heure du duel. Nous serons plus puissants que Dieu. Nous allons devenir Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ne gâche pas cette opportunité. Ne dis pas simplement que la vie de ces gens a été perdue pour rien. Parce que c'est stupide. Réveille-toi. Réveille-toi, on n'essaye pas de gaspiller la vie de qui que ce soit. On essaye de montrer aux gens ce qu'ils devraient valoriser. C'était un sentiment que nous avons également vu dans les Basement Tapes. Dylan et Eric ont constamment essayé de décharger toute responsabilité de leur famille et de leurs amis. Cela peut être parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre reçoive du crédit, mais c'est probablement parce qu'ils ne voulaient vraiment pas que leurs amis et leur famille soient harcelés ou blâmés après coup. Le 15 mars 1999, Eric Harris a été cité en disant ceci : « N'arrêtez aucun de nos amis, aucun de nos collègues, aucun membre de notre famille. » N'arrêtez personne parce qu'il n'en avait aucune idée, et c'est tout. Il n'en avait tout simplement aucune idée. Les arrêter ou leur parler chez eux ne résoudrait rien. C'était au mieux inefficace. Philip Duran et Mark Maines ont été condamnés respectivement à 4 ans et demi et 6 ans de prison pour avoir vendu des armes à feu au duo. Ils travaillaient ensemble à la pizzeria et, même sans savoir pour l'attaque, cela importait peu puisqu'ils ont vendu des armes à des mineurs et ont été inculpés. Les parents de Dylan et d'Eric ont aussi été examinés de près, tandis que leurs amis et connaissances ont subi une forte médiatisation. Certains ont même été interrogés pour vérifier leur non-implication. Ceci est lié à ce que l'on voit dans le film. Le duo cherche toujours à écarter les autres de la situation. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils ne détruisent pas seulement la vie de ceux qu'ils tuent ou blessent. Ils vont détruire la vie de leurs parents, ils vont détruire la vie de certains de leurs amis, et toute personne qui se sent proche ou attachée à l'un ou l'autre d'entre eux va penser à cela chaque jour pour le reste de sa vie. Aucune parole devant une caméra ne changera cela. À la fin de leur monologue, ils se disent Dieu et annoncent aux médias que toutes les cassettes enregistrées sont accessibles. Ensuite, ils entrent chez le cousin d'André comme prévu. Ils veulent étaler tout un arsenal d'armes pendant qu'il est absent et laissent même un mot. Ils semblent un peu coupables, mais cela ne les empêche pas d'agir. Nous arrivons à la séquence finale qu'il enregistre. André et Calvin arrivent à l'école, sortent leurs armes du camion et les préparent, visiblement nerveux. André dit à Calvin qu'il n'aurait pas pu faire cela avec quelqu'un d'autre et Calvin partage son sentiment. Pendant leur conversation, une voiture passe tandis qu'ils tiennent des armes. La personne dans la voiture ignore tout. Calvin sourit à la caméra. C'est une scène très inquiétante et c'est la dernière fois que l'un ou l'autre nous regarde directement. Parce qu'après cela, la caméra s'est posée sur le tableau de bord de la voiture et le duo sort du véhicule. Ils courent dans l'école, armes en main, et un long plan les montre quittant le champ de la caméra. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans notre amitié. Mets les gaz et allume les feux. Ceci aurait très bien pu être le dernier plan du film, et Ben Cosio l'a en fait conçu pour qu'il ressemble au dernier plan. Dans les commentaires du réalisateur, il a dit qu'il voulait que les gens ressentent cela parce que, théoriquement, c'est le dernier plan du film d'André et Calvin. Ils n'enregistreront plus rien eux-mêmes, c'est leur dernière cassette. Tout comme les véritables tueurs de Columbine qui ont enregistré leur dernière cassette 30 minutes avant d'entrer dans l'école, eux aussi ont agi comme s'ils tournaient un film, comme s'ils étaient aussi les protagonistes d'un drame tordu. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. C'était peut-être la fin de leur film, mais aussi le début de quelque chose de réel et glaçant. Quelques secondes après leur dernière prise, nous voyons un nouvel angle.
un enregistrement de vidéosurveillance montrant un groupe d'élèves dans l'école. Ils échangent frénétiquement, puis nous écoutons un enregistrement d'un appel au 911. Un élève informe l'opérateur de la présence d'un tireur dans les locaux. En même temps, un autre groupe d'élèves court dans le couloir, mais il est vite repoussé par des tirs. Pour la première fois, André et Calvin sont vus dans l'école. L'opératrice est toujours en ligne, et on peut l'entendre essayer de communiquer avec le duo en vain. Les élèves fuient dans la bibliothèque, mais André et Calvin les poursuivent rapidement. En route, ils prennent le téléphone d'une victime, l'opératrice étant en ligne, ce qui permet d'entendre ses propos durant l'attaque. Ils avancent vers le fond de la bibliothèque où des élèves se sont réfugiés, puis commencent à tirer sur eux un à un. Certains parviennent à s'échapper, mais la plupart sont tués. Ils trouvent 2 personnes cachées derrière les canapés et les tuent également. Ces minutes sont éprouvantes et reflètent la réalité, la majorité des meurtres du massacre de Columbine ayant aussi eu lieu à la bibliothèque. L'attaque dans la bibliothèque a duré 6 minutes et demie, soit le temps que Calvin et André y ont consacré. Une fois terminé, ils remarquent que l'école est vide. Tout le monde a évacué. Ils reviennent à la bibliothèque. André propose une fusillade avec la police, mais Calvin préfère mourir de sa main que par la police. André approuve et tous deux prennent leurs fusils à pompe, s'agenouillent et, à 3, mettent fin à leur jour. André Am. André, 2. Nous pouvons vous sortir de là. Des coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés pourraient être à terre. Ensuite, une dernière séquence montre des adolescents traversant de nuit la zone où Calvin et André vivaient. Ils s'arrêtent dans un champ avec une rangée de croix. Ils passent coin devant des croix de victimes, puis voient celles de Calvin et André. Ils versent de l'essence sur les croix et les brûlent. La dernière image que l'on voit est celle d'eux s'éloignant en voiture, les 2 croix brûlant faiblement au loin. La réplique finale du film est un adolescent disant « Ce sont ensemble Santorano Olba ». Ce sont leurs âmes. Cela s'est encore produit. Après Columbine, 15 croix ont été placées devant l'école en hommage. Ils avaient inscrit les noms de toutes les personnes décédées, y compris Dylan et Eric. Le père de Daniel Rorbo, une des victimes, a retiré ses croix, estimant que les tueurs ne méritaient pas d'être commémorés. Zero Day utilise cela comme moyen de conclure le film, et le fait que les croix soient brûlées avec une déclaration finale aussi poignante rend la conclusion de ce projet très efficace. Vous avez tout pris. Quel est le premier? 1, 2, 3. Lève-les, d'accord. Ah, ouais. Eh bien, vas-y. Je peux pas... Putain. Voir ça, ouais. Zero Day est en quelque sorte venu, puis reparti. Il a rapporté $8 000 au box-office, considéré comme un échec et est longtemps resté dans les limbes. L'affaire Columbine n'a jamais cessé d'intéresser. Les gens l'analysent encore aujourd'hui, et à cause de cela, Zero Day a toujours plané en arrière-plan de cette affaire. Il est largement considéré comme le meilleur film jamais réalisé sur Columbine, mais personnellement, je pense que c'est le meilleur film jamais réalisé de ce genre, et croyez-moi, au cours de mes recherches, j'en ai vu pas mal. Il existe de nombreux films qui représentent une fusillade de cette manière, et vous pouvez pratiquement garantir que tout ce qui met en scène 2 tueurs est directement inspiré de Columbine. Prenez par exemple Éléphant de Gus Van Sant. Sorti en 2003, ce film montrait aussi une fusillade, mais se concentrait surtout sur les élèves, le personnel et leurs réactions. C'est un film expérimental intéressant, mais il a pris un peu trop de liberté créative à mon goût. Comme la réaction étrange des élèves face à la fusillade, les 2 tueurs impliqués dans une relation amoureuse et l'un des tireurs tuant l'autre. Nombre de ces éléments reposaient sur des rumeurs infondées sur Columbine, peut-être intégrées pour l'art, mais cela paraît irrespectueux face à la gravité des faits. Il avait aussi un budget de $3 millions, soit 150 fois le budget de Zero Day, qui a été réalisé pour environ $21 000.
Et pourtant, Elephant n'arrive même pas à représenter les événements réels de la même manière que Zero Day. Ce qui rend ce film si effrayant, c'est qu'il ne l'est pas vraiment. Il paraît tellement normal, comme deux amis qui traînent ensemble. Même en préparant l'attaque, ils restent des adolescents. Le film donne l'impression qu'ils cherchent seulement à provoquer, sans réellement agir, juste pour paraître et se sentir cool. Ce sont des gamins avec des intérêts amoureux, une famille qu'ils aiment, un cercle social, des passions, des petits boulots, mais tout cela ne compte pas face à leur plan. Tout comme Dylan et Eric, ils sont prêts à sacrifier leur propre vie et celle des autres autour d'eux, juste pour commettre cette atrocité horrible. Et c'est ce qui les rend vraiment maléfiques. Ce n'étaient pas des monstres tapis dans l'ombre. Des monstres étaient en classe, dînaient avec leurs parents et allaient au bal de promo. C'était des personnes maléfiques faisant des choses innocentes, et Zero Day le montre mieux que tout ce que j'ai jamais vu. La réalité fait parfois plus peur que la fiction, et aucun film ne l'illustre mieux que Zero Day. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Calvin. Joyeux anniversaire à toi, vas-y.